continuons notre après-midi avec Jean-Claude Kuhn. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ton nom de famille. Tout à fait. Super. Donc, merci d'être parmi nous, de continuer notre cheminement vers plus de clarté aussi, avec nos 2 conférences de ce matin, la conférence aussi de Marianne Jalil, et puis toi qui vas nous parler de cette nourriture de l'eau et comment nous informer de cette eau que nous buvons et que nous sommes responsables aussi, puisque de l'eau que nous buvons qui permet de nous nourrir. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Jean-Claude Kuhn. Je représente la société Originelle, donc une société qui fabrique et qui distribue des systèmes de filtration d'eau. Et je vais vous parler un petit peu de l'eau, quelle est l'influence sur notre santé et quelle est la qualité des eaux que nous buvons actuellement. C'est peut-être un problème le plus crucial ces 2 dernières années, on va dire, de plus en plus. Donc, je vais vous présenter à travers un diaporama. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Sinon, en fin de présentation, je pourrai répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'on voit mon écran? Pas encore. Pas encore. Alors, pourquoi? C'est bon. C'est bon? Oui. Alors, c'est bon là? Là, voilà, parfait. Voilà. Donc, notre métier, c'est avant tout de prendre soin de l'eau que vous consommez. On va aller voir tout de suite. Alors, la première question que je pourrais vous poser, c'est pourquoi l'eau est-elle importante pour nous? D'abord, effectivement, on a déjà une première réponse, c'est que je suis responsable de l'eau que je bois, c'est-à-dire que notre santé va dépendre directement de l'eau que nous consommons tous les jours. On va se rendre compte effectivement aussi que nous sommes nous-mêmes composés à 70% d'eau, et là quand on considère en volume, mais si on va plus loin, on considère en nombre de molécules, nous sommes à 99% d'eau. Et là, sur ce petit tableau, nous voyons le volume d'eau selon notre âge. On se rend compte que lorsque nous sommes tout bébés, nous sommes constitués à une plus grosse part d'eau que lorsque nous sommes plus âgés. Également, une autre vision des choses, c'est en fonction de nos organes. On se rend compte également là que tous les organes de notre corps sont composés d'eau, même les dents qui sont seulement à 10%, mais il y a de l'eau toujours. Ici, vous avez une pyramide alimentaire, c'est la pyramide alimentaire qui vient ce schéma vient de Suisse. Pourquoi? Parce que malheureusement, en France, très souvent, cette pyramide est présentée sans la couche du bas, c'est-à-dire sans l'eau, qui est pourtant la base de notre alimentation. Plus on va monter dans cette pyramide, plus on va se rendre compte que nous sommes dans des aliments plus plaisir. Par exemple, quand on est tout en haut, dans les gâteaux, l'alcool, etc., c'est pour se faire plaisir et ce n'est pas tellement sur le point de vue nutritif. Donc, l'eau est le premier constituant de notre corps. Je viens de le dire, nous sommes à 70% d'eau, 99% lorsqu'on compte en nombre de molécules. Et toutes les réactions chimiques qui se déroulent dans nos cellules se font en présence d'eau et des ions minéraux qu'elle contient également. C'est-à-dire, sans eau, aucune réaction chimique ne pourrait être possible. Alors, il y a 10 critères qui ont été énumérés par différents spécialistes de l'eau qui définissent la qualité de l'eau que nous devrions consommer. Elle doit être pure, sans polluants. Ça paraît évident. Malgré tout, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'endroits où l'eau n'est pas si pure que ça.
Le pH, il devrait être entre 6,2 et 6,9, c'est-à-dire très légèrement acide. Pourquoi cela? Ce pH correspond à toutes les eaux naturelles qu'on trouve, donc toutes les eaux de source, elles sont très légèrement acides. Les rares sources qui sont alcalines sont utilisées à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes particuliers de santé. Donc les gens viennent faire des cures. Il y a entre autres une source comme ça en Allemagne, où les gens viennent faire une cure de 15 jours pour soigner leurs problèmes de santé. Elle doit être faiblement minéralisée. Vous avez certainement déjà entendu ça très souvent. Il faut qu'elle soit entre 20 et 120 mg de résidus à sec. C'est ce qu'on trouve toujours sur les bouteilles quand on en achète. C'est-à-dire une très faible minéralisation. C'est-à-dire, pourquoi on fait ça? On dit ça parce que les minéraux, en général, lorsqu'ils sont dans l'eau, sont très faiblement assimilables par notre organisme. Très peu. Le taux de carbonate doit être le plus faible possible. Il faut boire tiède le plus souvent possible. C'est-à-dire que, par exemple, moi, tous les matins, je commence par boire un grand verre d'eau tiède. Ça permet d'éliminer les toxines accumulées durant la nuit. Et surtout, pourquoi tiède? Parce que l'organisme va dépenser beaucoup moins d'énergie pour apporter cette eau à la température de mon organisme. Elle ne doit pas être oxydée, ça paraît évident également. Tout aliment oxydant n'est pas bon pour notre santé, donc qu'il soit le moins oxydé possible. Il faut boire en gros 20 millilitres par kilo et par jour. Ça correspond grosso modo à 1,5 litre que nous recommande avoir par jour. Il faut boire dès le matin, avant de manger, tout au long de la journée. Je viens d'en parler tout à l'heure. Et surtout, il faut l'espacer régulièrement, c'est-à-dire boire à peu près toutes les heures un verre d'eau, plutôt que de boire une grosse quantité et puis pendant longtemps ne plus en boire. L'eau, elle doit être structurée et vitalisée. C'est extrêmement important. Cette vitalisation, c'est une eau, ça va donner une eau qui est vivante, une eau comme une eau de source, une eau qui est dans un torrent. Et la structuration est également très importante parce que sinon c'est une eau qui est dénaturée, une eau qui a perdu toute vie. On parle souvent de cristal liquide en parlant d'une eau de qualité. Le prix quotidien doit être raisonnable, ça paraît évident également. Nous sommes tous conscients que c'est loin d'être le cas, puisque lorsqu'on achète de l'eau en bouteille, ça peut parfois représenter un budget important. Ici, je présente un petit point de vue dont nous n'entendons pas souvent parler, c'est la notion de l'eau virtuelle. C'est-à-dire que c'est la quantité d'eau qui est nécessaire pour produire 1 kilo d'aliments, mais aussi, ça peut aussi pour tout produit. En fait, on se rend compte ici, par exemple, pour fabriquer 1 kilo de bœuf, il faut 15 500 litres d'eau. Ça va représenter l'eau qui va servir à irriguer les prairies pour faire pousser l'herbe. C'est l'eau qui va être nécessaire pour l'animal qui va le boire, pour entretenir son étable, jusqu'au niveau de l'abattoir, de l'emballage, jusqu'à ce qu'elle arrive sur votre table. Donc ça représente un volume énorme, comparativement à des aliments végétaux, donc par exemple les céréales. On se rend compte qu'il y a 1300 litres, c'est beaucoup moins. On se rend compte donc que si on va plus vers une alimentation végétarienne ou végétalienne, il faudra beaucoup moins d'eau et peut-être qu'on arrivera à nourrir beaucoup plus de personnes. Deux autres chiffres qui n'apparaissent pas là-dessus, qui sont quand même bien significatifs. Pour produire un café, un expresso, donc ça coûte en général entre 5 et 10 centilitres, il faut 240 litres d'eau. C'est énorme. Pour produire une bouteille en plastique d'1 litre d'eau, il faut 18 litres d'eau. Ça mérite réflexion. Je vais vous parler maintenant de quelques chercheurs, scientifiques ou non, qui ont marqué l'histoire de l'eau. Et vous allez avoir René Quinton, Victor Schauberger, Louis-Claude Vincent, Feridun Bakmandelic, Jacques Benveniste et le professeur Montagnier.
vais un peu le détailler. René Quinton, c'était un savant français né fin 19e siècle et qui a beaucoup œuvré plutôt début 20e. Et la première chose, il s'est rendu compte que le plasma du sang humain était très proche de l'eau de mer. Et pour vérifier ces affirmations, il a fait des expériences. Entre autres, il a vidé un chien de son sang, il l'a rendu exsangue, et il lui a fait une transfusion d'eau de mer. Donc puisée en grande profondeur, au large, donc sans pollution. Et alors au début, le chien était complètement patraque. Au bout de 3 jours, le chien était à nouveau debout. Au bout de 5-6 jours, il gambadait, il mangeait à nouveau normalement. Pendant toute cette période, il a contrôlé les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, qui progressivement ont rejoint leur niveau normal. Donc, ce chien était nouveau en pleine forme. Il a appliqué cette méthode pour soigner de nombreuses personnes qui avaient différents problèmes de santé. Et entre autres, début XXe siècle, il y avait une épidémie de choléra qui touchait des enfants, une épidémie, un choléra bien particulier. Il y avait des milliers d'enfants hospitalisés. Tous les jours, il faisait le tour des hôpitaux parisiens pour encourager le personnel soignant à faire des injections d'eau de mer. Et il a sauvé vraiment des milliers d'enfants. À un moment donné, on lui a dit, ces enfants-là, ce n'est pas la peine de les traiter, ils sont condamnés. Il a dit, continuez à faire des injections. Il a sauvé tous les enfants. C'était assez extraordinaire. Il a eu un tel succès que suite à ça, il a créé des sortes de dispensaires, que ça s'appelait des centres Quinton dans toutes les grandes villes de France, où les gens venaient se faire soigner par de l'eau de mer. Rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas nécessité d'injection en intraveineuse, mais le sous-cutané suffisait. Aujourd'hui, ces techniques existent toujours. On parle de hydrotomie percutanée. Vous trouverez un site qui s'appelle hydrotomie percutanée, qui permet de soigner des problèmes articulaires, entre autres, des hernies discales. Moi, j'ai rencontré personnellement plusieurs personnes qui ont évité soit l'opération, soit des médicaments avec des effets secondaires importants, qui ont été sauvés grâce à ces techniques-là. Victor Schauberger, alors lui, c'était pas vraiment scientifique, mais c'était un garde forestier autrichien qui, à cette époque-là, a beaucoup observé la nature. On est toujours au début XXe siècle. Il s'est beaucoup promené en forêt et il s'est rendu compte que l'eau ne coulait jamais en ligne droite, mais était toujours en train de tourbillonner. Vous pouvez l'observer lorsque vous regardez une cascade ou un torrent dans la nature. L'eau, elle est toujours en train de tourbillonner. Qu'est-ce qui se passe? Cette eau va être oxygénée et ça va lui donner sa qualité de vitalité. Si vous observez une cascade, la végétation entre le haut et le bas d'une cascade, vous allez vous rendre compte que avec les mêmes végétations, dans le bas, la végétation va être plus luxuriante, les fruits seront plus abondants et les plantes sont plus grandes. Bref, elles bénéficient de toute cette vitalité de la cascade. On parle donc de ces tourbillons, on parle de vortex, et Victor Schauberger est à l'origine de ce phénomène de vortex. Louis-Claude Vincent est, lui, un hydrologue français qui, après la Seconde Guerre mondiale, a travaillé sur l'adduction d'eau de plein de grandes villes et s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait un lien très étroit entre la qualité de l'eau que nous consommons et la santé, et notre santé. Il a mis au point, suite à cela, une méthode qui s'appelle la bioélectronique, qui porte toujours son nom aujourd'hui, qui s'appelle la bioélectronique de Vincent, malheureusement moins connue en France que dans beaucoup de pays étrangers comme l'Allemagne ou les États-Unis, et qui, au lieu de faire une analyse physico-chimique, molécule par molécule, va se baser sur un certain nombre de critères, comme le pH, qui doit être entre 7,7, 5,7 et 6,9, comme vous le voyez sur cet écran. Donc c'est toujours, ça correspond à une eau de source naturelle. Le RH2, c'est l'oxydoréduction. On a vu tout à l'heure que l'eau ne doit être moins oxydée possible, donc il faut qu'elle soit entre 25 et 28. Les milligrammes par litre, c'est résidu à sec, il faut qu'il soit entre 20 et 100, c'est-à-dire une minéralisation le plus faible possible. Et le rho, c'est la résistivité, c'est le contraire de la conductivité, donc plus une eau va être
contiendra de polluants, plus elle va être conductrice, donc c'est la résistivité, plus elle se rapproche de 40 000, plus ce sera une eau de qualité. Vous avez quelques exemples en dessous des eaux en bouteille qui répondent aux critères de la bioélectronique de Vincent. C'est Montcalm, Rosé de la Reine, Montrouge, Celtic. Ce sont des eaux qu'on trouve en général plutôt dans les magasins bio, mais qui sont aussi souvent plutôt chères. Les autres sont parfois plus difficiles à trouver. Le souci quand même de ces bouteilles d'eau, c'est que c'est toujours des bouteilles en plastique. On va le voir un peu plus loin. Ensuite, nous avons Feridun Bagmalic. Feridun Bagmalic, c'était un médecin iranien qui était proche du Shah d'Iran à l'époque où celui-ci régnait. Lorsque l'ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir, Bagmalic s'est retrouvé en prison parce qu'il n'avait pas du tout les mêmes opinions. Et comme il était médecin, malgré ça, on faisait appel à lui dès qu'il y avait des problèmes de santé dans cette prison, que ce soit les prisonniers ou les gardiens. Et ce qui lui est venu spontanément à l'esprit, c'était buvez de l'eau autant que vous pouvez. Il s'est rendu compte que assez rapidement, les gens commençaient à aller mieux. Lorsqu'il est sorti de prison, il a immigré aux États-Unis et il a continué ses travaux. Il a travaillé avec sur de nombreuses maladies et il a réussi à aider, à guérir de nombreuses personnes, y compris des cancéreux et des gens atteints de maladies dégénératives. Il a entre autres émis les idées suivantes, c'est que la guérison est donc largement augmentée si on boit régulièrement de l'eau. Il dit également que si on a soif, on est déjà en situation de déshydratation. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à boire régulièrement tout au long de la journée, même si on n'a pas soif. Il a écrit d'ailleurs un livre qui raconte un peu toute son histoire, qui s'appelle « Votre corps réclame de l'eau ». Jacques Benveniste, c'est le monsieur qui était en avance de son temps, chercheur à l'INSERM, et qui a mis en évidence ce qu'on appelle aujourd'hui la mémoire de l'eau. Et il a en fait dilué de l'ADN dans de l'eau de nombreuses fois, à la manière de l'homéopathie, c'est-à-dire diluer, 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 jusqu'à ce que physiquement, il ne restait plus aucune molécule dans l'eau. Il a enregistré les vibrations de cette eau, il a envoyé à des collègues qui étaient installés aux quatre coins du monde, aux États-Unis, en Italie, entre autres, et ces autres chercheurs donc, ont pu reproduire le schéma de l'ADN qui était en question. Donc, il a publié ses travaux dans une grande revue scientifique qui s'appelle Nature, et il a été encensé dans le monde entier. On a dit c'est génial, mais malheureusement, c'était sans l'industrie pharmaceutique qui a vu ça de très mauvais œil et qui lui a envoyé une équipe pour reproduire ces expériences qui, malheureusement, donc ils n'ont pas pu reproduire. Cette équipe était constituée, entre autres, de gens qui n'y croyaient vraiment pas, et entre autres, donc, d'un magicien. On sait aujourd'hui, par les travaux de gens comme Marc Henry, qui sont des grands spécialistes de la physique quantique, que les personnes qui mènent l'expérience, si elles n'y croient pas au départ, ben, ça ne va pas fonctionner. Donc, suite à ça, il a été voué aux gémonies, on l'a complètement descendu en flèche. Il a terminé sa carrière dans un Algeco, dans la cour de l'INSERM, avec une toute petite équipe. Et en gros, il en est mort. Il a d'ailleurs écrit un livre qui était publié par son fils. Et Luc Montagnier a poursuivi ses travaux plus récemment, dans les années 2010, et qui prouve clairement qu'il avait tout à fait raison. On peut retrouver ça sur YouTube, ça s'appelle « On a retrouvé la mémoire de l'eau ». C'est une émission qui a passé sur France 5, si je me souviens bien. On va aller un peu plus loin en se disant, finalement, quelle est la qualité de l'eau que nous consommons aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vraiment bonne à boire? Alors, quelle est l'offre qu'on nous propose? On a de l'eau du robinet, on a de l'eau en bouteille et on a aussi de l'eau filtrée, de différentes manières.
On va essayer de parcourir un peu de ces différentes eaux. La première, donc, est-ce que cette eau est potable? Alors, il y a plusieurs définitions. Une définition réglementaire, les eaux du robinet, les eaux minérales seraient généralement potables, sauf exception. Une définition médicale, une eau qui ne rend pas malade, même à long terme, ça me paraît beaucoup plus approprié, on va dire. Et puis Claude Danglo, qui était responsable, enfin un ingénieur hydrologue au CRECEP, c'était l'organisme qui gérait les eaux de la ville de Paris, qui disait ni les eaux du robinet, ni les eaux minérales embouteillées ne sont potables, sauf exception. On va voir ça plus en détail. En France, l'eau que nous buvons, l'eau du robinet, est soumise à la réglementation qui s'appelle l'EDCH. C'est les eaux destinées à la consommation humaine. Cette réglementation, elle concerne toutes les eaux que nous utilisons qu'on consomme, qu'on boit, qui nous sert à cuisiner, toutes celles qui sont à usage, je dirais, alimentaire. Également, celles qui sont utilisées par les entreprises agroalimentaires qui fabriquent des produits alimentaires. Et donc, ces analyses, cette qualité d'eau plutôt, repose sur des critères physico-chimiques et non pas biologiques. Pour voir un peu précisément, déjà, on a des limites très, très visibles. On analyse aujourd'hui une trentaine de molécules seulement, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a entre 1000 et 10 000 molécules présentes dans l'eau. Je vous recommande, si vous avez un peu de temps, si ça vous intéresse, de voir deux émissions qui sont passées, qui sont déjà un petit peu anciennes. Une première qui s'appelle Du poison dans l'eau du robinet, qui était sur France 3, animée par Marie Drucker. Je crois que c'est en 2010, mais on la retrouve sur YouTube, on la trouve toujours. Et une deuxième sur Capital, sur M6, qui s'intéresse plutôt à les médicaments qu'on peut trouver dans l'eau. C'est très édifiant. Chacune dure une dizaine de minutes, enfin les éléments principaux, et ça nous permet de voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans l'eau. Donc, l'eau du robinet, quelle est sa qualité? Eh bien, il y a plein de polluants, ou en tout cas, des risques de polluants, les nitrates, les pesticides, des métaux lourds, des médicaments, des hormones, du chlore et ses dérivés, les trihallométhanes. Je fais une petite aparté à propos du trihallométhane. Lorsqu'on traite l'eau avec du chlore pour tuer les bactéries, ces bactéries mortes ne sont pas éliminées. Elles vont se combiner au hasard des réseaux le long desquels elles circulent avec des microalgues qui vont former ce qu'on appelle des trihallométhanes, et l'OMS elle-même dit que c'est potentiellement cancérigène. L'aluminium qui est utilisé pour rendre l'eau plus limpide, pour la clarifier, on sait qu'elle a un lien direct avec la maladie d'Alzheimer. La radioactivité qu'on rencontre sur des terrains plutôt granitiques, comme dans le Massif central, en Bretagne, dans les Vosges, qui peut parfois être très importante et qui pollue notre eau. Alors, vous avez aussi quelque chose dont les normes du CH ne tiennent absolument pas compte, c'est la notion d'effet cocktail, c'est-à-dire on mélange deux produits entre eux et on regarde ce que ça donne. On donne une dose de mercure à des rats, ça va tuer 1 sur 100, on leur donne une dose de plomb, ça va tuer 1 sur 1000, et on combine les deux, ça tue 100% des rats. C'est très impressionnant. Il y a eu d'autres études de fait, entre autres par une chercheuse de l'université de Toulouse, que vous verrez dans l'un des reportages dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui montre que elle a fait des analyses sur de l'eau contenant les 3 principaux médicaments utilisés en chimiothérapie, et ça va avoir des influences sur notre ADN non négligeables, ça va décomposer l'ADN en petites particules. Donc ça fait un petit peu peur. Ici, vous avez le schéma de l'utilisation médicamenteuse de l'eau, c'est-à-dire on prend des médicaments, on va aux toilettes, ça va dans l'eau. Les stations d'épuration ne traitent pas ces résidus médicamenteux, ni les hormones non plus d'ailleurs. Ça va aller dans des rivières ou dans des nappes phréatiques. Elle va être pompée dans les stations d'eau potable.
qui vont être distribués à votre robinet et vous allez toujours retrouver ces médicaments. Pour la cerise sur le gâteau, les stations d'épuration vont produire des boues qui sont heureusement toxiques parce qu'elles vont être concentrées dans tous les polluants qu'elles ont retenus, parce qu'elles ont quand même retenu des polluants, et donc certains agriculteurs vont les épandre sur leurs champs, en plus des pesticides éventuellement, ce qui n'arrange vraiment pas la situation. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on cuisine avec de l'eau du robinet? On mange bio, on va acheter des légumes bio, mais on va les laver ou on va les cuisiner avec une eau pleine de pesticides, pleine de résidus de médicaments, pleine d'aluminium, de nitrates, de trialométhane, de perturbateurs endocriniens, de nanoparticules. Je fais une petite parenthèse ici à propos des nanoparticules, puisque la conférence était intitulée de l'importance de l'eau dans le contexte actuel. On entend de plus en plus parler que dans les injections, on dénomme vaccins aujourd'hui, on peut trouver des nanoparticules. Eh bien, ces nanoparticules ne sont pas filtrées dans les systèmes actuels. Et certains polluants, comme les hormones par exemple, ou les résidus de plastique peuvent faire ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une influence, on va le voir tout à l'heure, sur toutes nos glandes endocrines, et qui, même à très faible dose, sont dangereuses pour notre santé. Il n'y a pas de limite. Donc, on peut s'interroger, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on se dit, bon, ben, tant pis, l'eau du robinet, elle n'est pas vraiment bonne pour notre santé, je vais me tourner vers de l'eau en bouteille. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution? Donc, j'ai parlé tout à l'heure des perturbateurs endocriniens. Eh bien, on va trouver dans les bouteilles, parce qu'on a tous vu des bouteilles en plein soleil sur des parkings de nos supermarchés, eh bien, il y a une réaction qui se produit entre le plastique avec la chaleur et ça va produire des perturbateurs endocriniens qui vont se retrouver dans l'eau. Ça va toucher des glandes comme l'hypophyse, la thyroïde, le thymus, les glandes surrénales, le pancréas, les ovaires et les testicules. Et c'est souvent des problèmes graves de santé. Vous voyez d'ailleurs dans le bas de cet écran que ce schéma provient d'un rapport du Sénat de 2011. Et donc, ça veut dire que nos gouvernants sont très bien informés, nos dirigeants sont très bien informés de ces problèmes-là, mais visiblement, il n'y a pas de réaction. Ici, vous avez le cycle d'une bouteille d'eau. Elle est d'abord puisée, transportée éventuellement dans une usine à embouteillage, retransportée vers un entrepôt, transportée vers un commerce, et c'est là que nous l'achetons, nous allons la consommer. Cette eau, elle va soit être enfouie, incinérée, ou éventuellement recyclée. Il faut savoir qu'il y a bien plus que 30% des bouteilles d'eau qui sont réellement recyclées. Ces plastiques recyclés ou du plastique fabriqué d'un autre côté pour servir à nouveau à alimenter l'usine d'embouteillage. Donc c'est un circuit long et coûteux, qui demande beaucoup d'énergie. C'est loin d'être gratuit. Un autre élément, c'est que ces bouteilles plastiques sont un facteur important de pollution. Nous avons tous entendu parler du 7e continent. Vous voyez ici l'image du haut qui montre on va dire cet océan de l'océan. C'est sur plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres au centre de l'océan Pacifique. Sur plusieurs mètres d'épaisseur, on a des plastiques en décomposition qui, de plus en plus, vont être fractionnés en microparticules et ça va être très difficile de les ramasser. Cette pollution se retrouve non seulement dans le Pacifique, mais également dans l'Atlantique Nord, dans l'Atlantique Sud, dans tous les océans du monde, y compris aujourd'hui dans la mer Méditerranée. Vous avez ici une photo d'un malheureux oiseau qui a ingéré nombre de plastiques. On voit ce qu'on retrouve un oiseau marin dans le ventre duquel on retrouve plein de petits morceaux de plastique. Malheureusement, il en est mort. Tous les animaux marins
avalent souvent par inadvertance, prenant ça pour de la nourriture, des petits morceaux de plastique. Donc, je fais un petit rappel de ce que c'est une eau potable. Une eau potable, c'est une eau qui peut être bue sans danger ou qui ne doit pas nuire à la santé. Ça fait réfléchir. Alors, on a évoqué tout à l'heure les carences des normes EDCH, donc on cherche qu'une trentaine de molécules sur 1000 ou jusqu'à 10 000. On ne tient pas compte des effets cocktails, j'en ai parlé. On ne tient pas compte des faibles doses, donc les perturbateurs endocriniens, qui n'ont pas de valeur seuil. On ne tient pas compte de l'effet des nombreuses bactéries qui ne sont pas pathogènes à l'origine, mais qui sont résistantes aux antibiotiques. Et on fait seulement une approche toxicologique, analytique et physico-chimique, au lieu d'une approche globale qui serait plutôt biologique. Il existe, donc Yann Olivo, qui a énuméré ces 5 carences, est à l'origine d'une méthodologie qui s'appelle microtoxo, pour mesurer justement la toxicité des eaux. Alors, que faisons-nous? Est-ce que je bois pour polluer ou est-ce que je bois de l'eau du robinet? Comme le dit le titre, le choix est vraiment entre deux mauvaises solutions. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, je vais vous présenter la solution proposée par Originel, qui vous propose un système de filtration qui s'appelle la Fontaine 5, parce qu'elle enchaîne 5 procédés pour obtenir une eau de qualité optimale pour votre sortie. Alors, en premier lieu, on va filtrer par osmose inverse. On va ici sur ce schéma qui n'est pas très lisible parce qu'il y a des choses qui se superposent, mais on voit la finesse de filtration depuis une filtration au micromètre, comme les filtres à sable, jusqu'à l'osmose inverse, qui est la filtration la plus fine qui existe à ce jour, qui filtre au 10 millième de micron, c'est-à-dire 3 fois plus fin que la molécule d'eau. Et donc, dans le premier cas, on filtre des cheveux, des levures, etc. Et à la fin, on arrive jusqu'à filtrer des ions monovalents et les fameux les nanoparticules dont je vous ai parlé. C'est le seul système qui enlève les nanoparticules. Alors, derrière cela, puisque l'osmose inverse est tellement fin qu'elle va aussi vous enlever une grosse partie de minéraux. Si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas filtrer toutes les particules dont je viens de parler. Donc, si on en restait là, on aurait une eau de grande qualité, très pure, mais qui ne nous apporterait rien parce que ce serait une eau morte. Alors, Originel ne s'arrête pas là. On va reminéraliser cette eau avec du lithotame. Le lithotame, c'est une algue qui, tout au long de sa vie, accumule des minéraux et oligoéléments. Et en fin de vie, elle est cristallisée comme un corail. Et elle va tomber au fond de la mer et elle est récoltée. L'avantage de ce lithotame, c'est que c'est quelque chose de vivant, c'est une algue, et elle a une richesse en minéraux et oligoéléments qui est proche de celle de l'eau de Quinton, du plasma de Quinton, dont on a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que nous la mettons en œuvre dans nos systèmes, et ça permet donc une légère minéralisation, mais des minéraux biodisponibles. Votre organisme saura reconnaître que c'est bon pour lui. On va la protéger des ondes électromagnétiques grâce à 2 pierres, la shungite et la labradorite. La shungite était composée essentiellement de fullerène. On parle souvent de C60, c'est-à-dire pour une molécule, il y a 60 atomes de carbone qui sont assemblés en forme de ballon de football. On voit ici la représentation. Et qui ont la propriété d'absorber les ondes électromagnétiques ou de les écraser. La labradorite écrase également l'amplitude des ondes électromagnétiques, mais en plus, elle va empêcher la capture d'une partie de l'énergie de la shungite, vitale par la shungite, et c'est la pierre qu'on appelle la pierre des thérapeutes parce qu'elle les protège de toutes les influences extérieures. Voilà. Donc, notre eau est protégée grâce à ces 2 pierres. L'eau va être vitalisée. On voit ici un vortex, un beau vortex tel que l'a pu le visualiser Victor Schauberger. Donc, elle permet d'être vitalisée ou dynamisée. C'est-à-dire, on va réintégrer des nanoparticules, des nanobulles de gaz dissous, beaucoup d'oxygène à l'occurrence, et on va la structurer grâce à un cristal de roche
qui est informé, lui, avec des mots amour, bienveillance, gratitude. Pourquoi le cristal de roche? Parce que le cristal de roche a une vibration proche de l'eau. Lorsque vous regardez un torrent, par exemple, il coule en général sur du sable qui est constitué essentiellement de silice. Le cristal de roche, c'est de la silice. Vous avez en dessous un petit schéma de notre vortexeur, donc qui permet de dynamiser. Vous avez à l'intérieur 3 petits tubes, si vous voulez, en spirale, qui permettent donc de dynamiser. L'eau qu'elle pénètre dedans, elle va tourbillonner, comme dans une cascade ou un torrent. Donc à la sortie, vous allez avoir une eau vivante, comme dans une source. Ici, vous avez le schéma de ce système. Vous avez des préfiltres à sédiments pour les boues, les sables, le charbon, pour le chlore, une partie des bactéries et des métaux. Et derrière, la membrane d'osmose inverse qui est la pièce principale qui va enlever tous les autres polluants, les résidus de médicaments, les hormones, les nanoparticules. Cette eau pure va être stockée dans un réservoir. Il y a 3 tailles selon le nombre de personnes. Lorsque vous allez ouvrir le robinet, elle repart dans le système, elle passe dans un deuxième filtre à charbon par sécurité, elle va être reminéralisée avec le lithotame, elle va être protégée des ondes électromagnétiques grâce à une labradorite, la schwungite étant en bas dans le boîtier, elle n'a pas besoin d'être en contact avec de l'eau, et restructurée avec le cristal de roche. Enfin, elle passe dans votre vortexeur où elle va être vitalisée. Donc, à votre robinet, vous allez avoir une eau vivante. Voilà comment ça se fait physiquement. C'est un appareil qui se pose en général sous l'évier ou en proximité. C'est un système qui marche sans électricité. La pompe qui est dedans s'appelle pompe perméable, qui marche avec la pression de réseau de l'eau uniquement. Et un petit réservoir dans lequel l'eau pure est stockée. Ça permet d'avoir, par exemple, 3 litres en permanence lorsque vous voulez faire cuire des pâtes. C'est fourni avec un petit robinet tel que celui-ci que vous voyez à gauche, qui est donc dédié à l'eau filtrée, ou pour les gens qui sont locataires, ou qui ne souhaitent pas percer le petit trou, un mitigeur qu'on appelle 3 voies. Vous avez 2 sorties, à gauche pour l'eau filtrée, et à droite pour l'eau de la ville, le mitigeur chaud et froid. Nous avons un deuxième système qui complète le premier, qui est, lui, dédié surtout à traiter le chlore et le calcaire, ou le tartre, si vous voulez, qui filtre beaucoup moins finement que le premier, qui filtre à 10 microns, mais qui est surtout intéressant pour protéger vos tuyauteries, vos appareils, pour le tartre, contre le tartre, et le chlore va vous être éliminé au niveau de la douche, et c'est par la douche, parce que c'est par la douche qu'on absorbe le plus de chlore. Notre système anticalcaire, s'appelle ATE, donc l'antitartre originel. Il est intégré au système source qu'on vient de voir tout à l'heure. Il contient à l'intérieur une cavité torique qui contient de l'eau informée, qui va émettre une vibration de basse fréquence, qui va casser le tartre et va transformer en aragonite. C'est une autre forme de calcaire qui reste en suspension de l'eau et qui va pas encrasser vos appareils et vos tuyauteries. En même temps, cette eau est dynamisée. Vous voyez en dessous, vous avez toujours ces 3 vortexeurs à l'intérieur. Cette partie-là ne nécessite aucun entretien et elle est adaptée à toute qualité de l'eau, quelle que soit sa dureté. Nous savons également répondre à d'autres besoins plus particuliers, par exemple l'irrigation pour des agriculteurs. Ici, vous voyez un gros système c'est un antitartre, mais qui permet aussi de dynamiser l'eau d'irrigation. Donc, c'est chez un cultivateur du Var qui produit des pivoines, donc il fait des fleurs, et ça a été installé l'année dernière. Il a des résultats assez surprenants. Les plantes sont plus importantes, font plus de fleurs, c'est un premier résultat, mais comme ce sont des plantes vivaces, il anticipe, il pense que cette année-ci, ça va être encore plus visible, il aura des résultats encore plus significatifs. D'ailleurs, il y a 2 circuits d'irrigation. L'année dernière, il en a installé un, et cette année-ci, il a décidé d'équiper le second circuit, et nous allons bientôt voir les résultats, puisque d'ici 1 mois, 2 mois, il va commencer l'irrigation, et d'ici le mois d'avril-mai,
Il aura les récoltes des fleurs et on saura un peu plus. Mais les résultats sont très, très prometteurs. Vous avez un autre vortexeur plus simple, plus petit, pour l'arrosage de votre jardin à domicile, qui s'adapte avec un clip spécifique Gardena, donc ça s'adapte tout le système d'arrosage. Il existe un autre système basé sur le même principe, mais avec des informations différentes, pour les circuits fermés, pour le chauffage, donc les radiateurs ou les planchers chauffants, ça s'appelle un désemboueur, où vous n'avez plus besoin de désembouer votre circuit de chauffage et vous gagnez en gain d'efficacité de chauffage. L'eau va être complètement transparente au bout de quelques semaines d'utilisation. Et pour finir, les mêmes types de systèmes associés à des lampes UV pour traiter les piscines sans qu'ils soient obligés d'ajouter des produits chimiques tels que le chlore. Récemment, originel d'une partenaire d'un système Hydraloop qui permet de traiter les eaux grises jusqu'à 70% qui peuvent être recyclées, 70% des eaux des lavabos, des bains, des douches, pour alimenter les toilettes, le jardin, laver la voiture ou mettre à niveau la piscine. Alors c'est un système qui est plutôt adapté pour des constructions neuves ou pour des rénovations importantes, puisque ça nécessite 2 circuits d'évacuation parallèles, l'un pour les eaux justement issues des lavabos, bains et douches, et l'autre pour toutes les autres eaux qu'on ne sait pas encore traiter aujourd'hui. La machine à laver, ça va être bientôt, c'est en cours d'étude parce qu'il y a encore le souci des fibres, mais ça permet donc de faire des grosses économies d'eau. C'est assez prometteur comme système. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jean-Claude, tu peux enlever le partage, comme ça on va te… Oui. Où c'est que j'enlève le partage? Ah, ça y est. C'est vrai? C'est bon? Non? Non. On va recommencer comme tout à l'heure. Pourquoi il ne me propose pas? Bon. Je me déconnecte, je suis désolé. Non, tu ne te déconnectes pas, c'est pas grave, on va faire avec, t'inquiète pas. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-Claude? Peut-être. N'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous à travers notre site internet. Nous sommes toujours à votre disposition. Alors, est-ce qu'un filtre à eau posé sur le robinet est efficace? Oui, il est efficace, moins que notre système, c'est-à-dire que ça va déjà traiter un certain nombre de polluants, par exemple le chlore, mais ça ne va pas aller jusqu'aux nanoparticules telles que fait l'osmose inverse. Voilà. Ok. Que penser des carafes filtrantes? Je dirais qu'il faut beaucoup se méfier des carafes filtrantes pour la raison suivante. Première chose, c'est un filtre à charbon. Donc, c'est un filtre qui va en traiter essentiellement le chlore, une partie des bactéries et les métaux lourds. C'est même pas du charbon compressé, donc ça laisse beaucoup passer et surtout, ça va relaguer très rapidement. C'est-à-dire, au bout de 4-5 jours, vous risquez d'avoir plus de polluants au fond de la carafe qu'au sorti du robinet, ce qui est un peu dommage. Donc, il faut extrêmement se méfier, il faut changer les filtres régulièrement. Et c'est déjà un premier pas, je dirais, c'est une prise de conscience de la qualité de l'eau. C'est un premier pas. Voilà. Ok. Il y a, en fait, il faut absolument. Le but, c'est d'avoir une installation sous le robinet, c'est sous l'évier. Oui. C'est ça. Donc, disons, c'est aujourd'hui le système le plus performant. C'est-à-dire, chacun voit à son niveau. Je veux dire, moi, même personnellement, je suis passé par toutes ces étapes. J'ai eu des carafes filtrantes, j'ai eu un adoucisseur, j'ai eu plein d'autres systèmes. Et jusqu'à ce que je rencontre Originel, je dis, c'est vraiment ça. Et depuis que j'ai, ça fait bientôt 9 ans maintenant que je suis équipé. Et j'ai jamais trouvé mieux, quoi. Ouais. C'est vraiment le système le plus efficace. Et toutes les études scientifiques le prouvent. Je me permets de rappeler les travaux du professeur Marc Henry. Vous tapez marchenry.org sur Internet, vous allez trouver tous ces articles. Et c'est un grand spécialiste de l'eau qui a fait des conférences dans le monde entier et qui explique clairement les mêmes principes que je viens de vous expliquer. Alors là, Laurence qui nous dit, est-ce que si on déménage, le kit fontaine peut se réinstaller dans la nouvelle habitation?
Sans problème. Sans problème. C'est un système demi-fixe, c'est-à-dire il est juste posé sous votre évier. On a débranché votre robinet et on le réinstalle ailleurs, sans problème. C'est la question que j'avais posée aussi avant d'être installée, avant qu'on m'installe à la maison. C'était la première question que j'avais posée aussi, Laurence. Nous avons régulièrement des clients qui déménagent et auxquels on réinstalle, ou ils le font eux-mêmes, hein, c'est pas un problème. C'est plus facilement démontable que réinstallable. Voilà. Mais c'est pas un problème. Alors, il y a une personne qui a demandé quel serait le coût d'une telle installation sur un robinet. Alors, aujourd'hui, on a changé de tarif il n'y a pas longtemps. Je ne veux pas vous raconter des histoires. Autour de. Alors, attendez, une seconde. Je prends mon petit papier. On est aujourd'hui, avec l'installation, à 1936 € TTC. Pour un logement de plus de 2 ans. C'est-à-dire, à ce moment-là, on bénéficie d'une TVA réduite à 10% au lieu de 20%. Voilà. Et une possibilité de paiement en plusieurs fois, oui. En plusieurs fois, parce que c'est quand même une sacrée somme. Je suis d'accord. Et tout le monde qui peut effectivement mettre cette somme-là. Tout à fait. On peut aller jusqu'à 4 fois sans frais. Au-delà, il faut nous consulter. Oui, je pense on a déjà eu des cas de paiement en 10 fois, à ce moment-là, avec des frais réduits, avec un chèque de caution pour l'ensemble qu'on restitue à la fin. Donc, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas hésiter à nous consulter. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'aurais une question concernant l'entretien. Est-ce qu'après, il y a besoin de changer les filtres? Est-ce qu'il y a un coût d'entretien? Oui, bien sûr. Alors, il y a un entretien annuel sur donc la fontaine, je passe de la fontaine 5, de système pour la boisson, qui aujourd'hui, de mémoire, parce que ça, comme je vous dis, on a eu un nouveau tarif il n'y a pas très longtemps, malheureusement dû à l'augmentation des tarifs des matières premières. Je retrouve ça sur mon document. On est aux alentours de 215 € par an, si c'est le technicien qui le fait. 205 hors taxe, 225 TTC. On peut le faire si c'est pas le technicien, on peut le faire aussi soi-même. On peut le faire soi-même. Moi, ce que je recommande, alors chacun fait comme il veut, c'est les 2 premières années, l'appareil est sous garantie. Autant profiter de cette période-là pour laisser faire le technicien et de le voir faire, de le regarder, de poser toutes les questions. Après, si on se sent, si on est bricoleur, on peut le faire soi-même. On a une vidéo sur notre site qui explique comment le faire pas à pas. Voilà. Et à ce moment-là, on divise le prix par 3, en gros. Quelle place au sol faut-il pour installer cela sous l'évier? Alors, l'appareil le boîtier fait 32 cm de large, 40 de haut, 14 de profond. Et la réserve va dépendre du nombre de personnes que vous êtes chez vous. Donc, ça va de 5 litres pour une famille de 1 à 2 personnes. Là, on a 20 cm de diamètre, 35 de haut, jusqu'à au-delà de 4 personnes, 5 personnes. On est, donc c'est une réserve de 10 litres et on est à peu près à 30 cm de diamètre. Il faut savoir que l'un ou l'autre des éléments peut être déporté jusqu'à 6-7 mètres de distance si on n'a pas la place sous l'évier. Par exemple, un angle mort, ça arrive parfois dans les cuisines, ou une pièce attenante, ou bien en sous-sol, juste sous la cuisine. On a régulièrement ce type d'installation, et on peut mettre donc même les 2 appareils à distance, c'est-à-dire le boîtier et le réservoir, c'est possible. À ce moment-là, on vous demande des photos, et puis le technicien sait faire. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sachant, intervenez-vous en Belgique? Oui. Mais oui, bien sûr. Parce qu'en plus, dis tout, Jean-Claude. Oui, notre directeur, Thibaut Gelaykens, c'est un Belge d'origine, donc nous avons de nombreux clients en Belgique, mais aussi en Suisse, un petit peu en Espagne et en Italie. Voilà. Et dans d'autres parties du monde, mais à ce moment-là, on n'installe pas nous-mêmes, on envoie et puis on fait installer par le plombier local. Voilà. Ok, d'autres questions? Vous retrouverez tout donc sur leur site, le site originel.com, c'est ça? Tout à fait, .com. Et vous avez aussi la présentation
sur notre site lesjournéesbienêtre.fr. Vous pourrez avoir d'autres éléments. N'hésitez pas à appeler aussi, à appeler Jean-Claude. Tu peux peut-être donner ton numéro de téléphone, comme ça, Oui. comme ça les personnes pourront t'appeler directement. Bien sûr, le 06 19 32 38 76. Voilà. N'hésitez pas. Si je ne réponds pas, laissez-moi un message, je vous rappellerai sans problème. C'est quand même intéressant aussi de… Nous sommes là pour vous apporter toutes les informations que vous souhaitez. Moi, je sais que j'ai mis du temps avant de me décider et je me suis décidée, mais je ne regrette pas du tout. Nathalie, tu n'es pas une exception, c'est-à-dire que une grosse majorité de nos clients ont fait comme toi, ont réfléchi, ont comparé, se sont interrogés, ont regardé des études. Et puis le jour où ils étaient décidés, où ils avaient le budget, ben, ils ont décidé de venir vers nous. J'ai eu récemment encore une personne qui m'a vu il y a plus de 4 ans sur un salon, et un salon auquel je ne participe plus aujourd'hui. Et je dis, mais comment vous nous avez connus? Ben, elle a gardé mes coordonnées. Voilà. Et c'était le moment parce que là, elle était prête. Vous avez d'autres questions? Je pense que tu as été très, très complet dans ta présentation. Parfait. Même plus que complet. Nous sommes nourris d'informations. Et maintenant, ça va décanter, ça va prendre le temps, je pense. C'est notre objectif, de toute manière. Notre façon de travailler, c'est la suivante. C'est effectivement d'apporter des informations, d'apporter des explications, de sensibiliser les gens à la problématique de l'eau. Et après, c'est à chacun de faire son choix. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour vendre, mais pour apporter des informations. Et les gens, quand ils sont décidés, ils viennent vers nous ou pas. Et ce que j'ai aimé chez vous, c'est vraiment la belle éthique que vous avez. Ça, c'est dû à Thibaut, notre ça, Thibaut, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment de belles valeurs derrière cela. Donc, il y a non seulement un produit, mais il y a tout ce qu'il y a autour de ce produit et qui vous êtes. Et ça, c'est… Une petite anecdote, comme moi, j'ai décidé de rejoindre l'équipe originelle, donc il y a 9 ans. Je me souviens avoir échangé avec Thibaut, et puis je lui ai dit, moi, je suis pas commercial, je sais pas, voilà, je sais pas ceci, je sais pas ça. Mais de toute façon, tu aurais eu ces qualités-là, j'aurais dit non, voilà, ne nous rejoins pas. Et en fait, la grosse majorité de nos collaborateurs sont des gens comme moi, qui sont tout simplement passionnés par cette problématique-là, et on adhère à cette éthique-là. Et c'est ça qui fonctionne. C'est-à-dire les autres personnes qui ont pu passer chez nous ne sont pas restées, tout simplement. Oui, c'était important que c'était important que vous interveniez dans ce salon aussi pour vraiment informer. Et je vous suis vraiment reconnaissante. Ça fait un plaisir. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à toi, Jean-Claude. On va dire merci à Thibaut aussi, parce que c'est vraiment… Et nous